bienvenue à notre webinaire consacré aujourd'hui à la digitalisation des processus hospitaliers. Je suis Aziz Fraxo, directeur commercial, et je suis accompagné de Adi et Maxime, que je laisse se présenter. Bonjour, Adi Abdallah, je suis responsable avant-vente chez Intalio depuis maintenant 8 ans. Bonjour, Maxime Delorme, en charge du marketing chez Intalio France. Je serai du coup pour ce webinaire le modérateur. N'hésitez pas durant ce webinaire à poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve à droite de la présentation. Il y aura aussi plusieurs sondages interactifs qui vont être proposés durant la session pour recueillir vos témoignages et vos retours. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'on va attendre un petit peu le temps que la salle se remplisse. Elle est en cours de les inscriptions. Les gens se connectent. Je pense que tu peux commencer tout doucement, Aziz. Les gens... Oui, c'est en train de se remplir. Les gens continuent de se connecter. C'est très simple, on va afficher l'agenda. Très bien. Donc, l'agenda de ce jour est simple. En premier temps, je vais vous présenter Intalio. Ensuite, les enjeux de la transformation digitale en milieu hospitalier. Ensuite, Adi s'intéressera plus précisément à l'offre Intalio. On vous fera une démonstration de nos solutions. Et on finira par un témoignage de Madame Séverine Labour, directrice du groupement hospitalier Lusso-Bourdin. Et bien sûr, il y aura, comme vous l'a précisé Maxime, des échanges en termes de sondage, de questions-réponses. Donc Intalio, la mission d'Intalio, c'est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leur transformation digitale, en apportant des solutions de gestion de contenu, de gestion de processus et de data gouvernance. Donc, on a une approche, notre mission, elle est simple, hein, c'est vraiment d'apporter un partenariat et une approche très spécifique avec chaque client, basée sur notre technologie no-code, en développant des outils sur mesure et répondant aux besoins spécifiques de chaque client. Pour préciser juste sur la partie no-code, c'est tout simplement des outils où les utilisateurs peuvent manipuler et paramétrer la solution sans avoir besoin de bases technologiques ou techniques en amont. Donc Intalio est un éditeur de logiciels français qui intervient sur le marché depuis une trentaine d'années. Nous sommes présents dans différents secteurs d'activité, le secteur public, nous sommes présents auprès de ministères, banque assurance, on travaille avec les grands acteurs du marché, le domaine de la santé, on travaille avec quelques hôpitaux. Et nous avons une implantation, une couverture mondiale. Le siège social est en France, donc une présence aux États-Unis au travers de croissance externe avec l'acquisition d'un éditeur qui s'appelait Nixea, qui est une solution de gestion de workflow. En Europe, au travers, toujours croissance externe, au travers d'une plateforme qui s'appelle Gway, hein, qui est une solution de gestion de courrier externe. Et nous avons des présences en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. En termes de taille, nous sommes à peu près 400 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de dollars. Ce qui est important, c'est que nous consacrons 20% de notre chiffre d'affaires à la recherche et développement. Donc, une très forte empreinte technologique, hein, puisque l'IA, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est d'hier. Nous avons développé notre propre IA et plateforme d'IA, hein, on vous en parlera. Nous répondons aux principales normes internationales en termes d'ISO, 9000, 20000 et 27001, qui répondent aux critères de qualité et de sécurité des systèmes d'information. Nous sommes reconnus par les principaux analystes comme le Gartner en 2021 comme visionnaire et en 2023 comme strong performer.
Une analyse plus récente de 2024, Omdia nous positionne comme un acteur incontournable du marché en matière de gestion de contenu. Et enfin, le cabinet d'audit Cybervadis nous attribue la note de 932 sur 1000, qui est une très bonne note en matière de qualité et de cybersécurité. Voilà ce que je peux vous dire sur notre société. On va aborder le slide suivant qui concerne plus la transformation digitale, et on est parti du constat dans le domaine hospitalier. Le constat est fort puisque 60% des hôpitaux, des systèmes, alors dans le système, on inclut également les bâtiments, sont obsolètes, hein, ce qui est un gros chiffre. Et ce chiffre-là est accentué également sur la partie budget, qui est de 1,7 de budget numérique dédié aux hôpitaux. Comparé à la banque, par exemple, à la banque, on a 9%, donc l'écart est énorme, c'est 5 fois le budget du numérique des hôpitaux. Le chiffre clé aussi, c'est la partie cybersécurité. Un hôpital sur 5 est victime de cyberattaques. Et ceci se reflète aussi au sein de l'organisation, puisque seulement 40% des hôpitaux, beaucoup n'ont pas de responsable de sécurité informatique au sein de l'organisation. Le constat est le suivant aussi sur la partie ransomware. En 2023, 10% des ransomware étaient concernés les hôpitaux. Voilà, donc des chiffres alarmants. Donc la transformation digitale, elle passe d'abord par l'amélioration de la qualité des soins. Et quand on parle de qualité du soin, on parle de parcours du patient qu'on essaie de fluidifier entre les professionnels de la santé et les usagers. Donc l'objectif est vraiment d'obtenir un suivi du patient plus rapide et plus personnalisé. La réduction des coûts, elle se reflète au travers de l'automatisation et l'optimisation des processus, ce qui permet de limiter les actes redondants, de mieux gérer les ressources, et ceci permet de réaliser des vraies économies en termes financiers. Le troisième point fondamental, c'est la sécurité des données, hein, comme je vous l'ai précisé sur le slide précédent. On est obligé de garantir un niveau de protection optimal, et ceci, alors soit au travers de l'hébergement sécurisé. À titre d'exemple, on travaille avec des hébergeurs certifiés HDS, hébergement de données de santé. On insiste beaucoup sur les aspects de traçabilité des accès, de conformité avec les normes aussi de RGPD. Enfin, la modernisation des systèmes d'information hospitaliers, ça passe aussi par des outils plus interopérables. L'usage du cloud, l'intégration à l'intelligence artificielle, le développement de la télémédecine et bien sûr l'intelligence artificielle. Donc un hôpital plus efficace, plus sûr et plus centré sur le patient. Donc les différents programmes de modernisation, principalement publics, le premier, c'était l'hôpital numérique ouvert sur l'environnement de 2019 à 2022, avec objectif d'avoir 100% des hôpitaux avec un système d'information performant. Le Ségur du numérique, qui a un plan de relance post-Covid avec un budget colossal, 2 milliards pour l'équipement, la cybersécurité et l'interopérabilité. Le dossier médical partagé, on était fixé un objectif de 65 millions de DMP ouverts à fin 2025. Et l'espace santé, on est à
millions d'utilisateurs actifs en 2024. Le dernier programme dont je vous parle, il nous tient à cœur parce que c'est l'assuré numérique. Donc, un partenariat qu'on a eu avec l'hôpital, le groupement hospitalier Lousou-Bourdin. On a développé un protocole de prise en charge des résidents d'EHPAD. Et cette application, on est parti du constat que 30% des hospitalisations au sein des services d'urgence sont évitables. Donc, ce qu'on appelle les hospitalisations délétères de nos aînés. Donc, on a développé un protocole, une application qui permet d'améliorer cette prise en charge. Voilà, donc je vais passer la main Merci Aziz. à Adi. Juste avant, merci Aziz pour cette introduction et la présentation des enjeux. Le premier sondage est désormais disponible. Donc, il se trouve dans l'onglet sondage juste à droite de la présentation. Donc, n'hésitez pas à le compléter. L'idée, c'est qu'on puisse avoir en direct vos retours pour avoir une idée de vos besoins. Je laisse Adi prendre la parole sur la présentation de l'offre Intalio. Très bien. Merci Maxime. Donc aujourd'hui, l'offre Intalio se résume en un seul outil, c'est le Intalio Content Service Platform, une plateforme modulaire qui regroupe différents modules qui répondent à différents besoins. Aujourd'hui, dans la plateforme Intalio CSP, on peut avoir un module de gestion documentaire, une gestion de courrier, de correspondance, un moteur de workflow pour dynamiser, pour automatiser les tâches. On a intégré de l'IA. Donc l'IA, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus, qui est bien présent en 2025. C'est un sujet qui date d'il y a un petit moment déjà. Pas forcément la même définition de l'IA, mais ce sont de l'IA qui s'applique à la gestion documentaire, à la gestion de courrier, à l'automatisation des processus, les rendre un peu plus intelligents. Donc aujourd'hui, on est dans la IA sobre, la IA qui est pertinente dans notre contexte. Un module d'archivage. Donc aujourd'hui, l'archivage, c'est deux volets. L'archivage électronique d'un côté, qui est une finalité des documents qui ont été manipulés et qui étaient vivants, et l'archivage physique, donc gestion des stocks, des documents, des espaces, tout ça à travers un module dédié. Et enfin, la partie data. Donc la data, un module qui s'appelle Insight, c'est principalement du traitement de données, de la transformation de données, pour pouvoir l'exploiter. La particularité de ce module, c'est qu'il peut se connecter à différents outils divers et variés dans des systèmes d'information pour centraliser toutes ces informations-là à un seul endroit pour pouvoir les consulter à travers des dashboards dynamiques assez simples. On commence par la partie GED. Donc, la partie GED, c'est trois points clés qui sont le stockage, la recherche et la collaboration. À ça, on peut rajouter des notions d'accessibilité, centralisation des informations et bien sûr tout ce qui est fait, quelle que soit la plateforme. Mais là, en l'occurrence, pour la gestion documentaire, c'est beaucoup plus marquant, la traçabilité des actions qui sont faites. Ensuite vient la partie courrier. Donc la partie courrier, ce sont des échanges, c'est de la correspondance entre moi et mes clients, moi et mes fournisseurs, moi et mes partenaires. Donc cette notion de correspondance a beaucoup de force quand les documents sont en mouvement, d'où le fait qu'il y a un module dédié pour ces systèmes, bien sûr avec des notions de traçabilité des flux qui va au-delà de notre système. Le courrier est amené à partir et même en partant, on peut continuer à le tracer. Et la notion d'automatisation, aujourd'hui, des règles de communication peuvent être mises en place à travers ce module. On est autorisé uniquement à communiquer d'une certaine façon, avec un certain niveau de confidentialité, avec une certaine urgence à chaque partenaire ou à chaque correspondant. Tout ça automatisé au maximum, au possible surtout. La partie processus vient dynamiser n'importe quel module, mais aussi peut s'appliquer à des modules externes. Aujourd'hui, le module de processus chez Intalio permet d'orchestrer des actions qui sont réalisées en dehors
de la plateforme Intalio. C'est très agréable d'avoir ce moteur graphique. Euh, Aziz a souligné la partie no-code en début de la présentation. Ici, on est en plein dedans. On crée des tâches à travers du drag and drop directement depuis l'écran. Telle tâche, puis telle tâche, puis telle tâche. Je les lie entre elles. Je peux les rendre complexes comme je peux les simplifier. On a un générateur de formulaires. On peut créer différents formulaires pour chaque étape. Très, très puissant, avec un pilotage centralisé. Donc, malgré le fait que les actions peuvent se réaliser à différents endroits, ce module va permettre d'avoir un visu complet sur tout ce qui se passe au sein de mon système d'information. La partie A, donc analyse intelligente, ça peut être de l'extraction automatique de documents, de mails, de documents scannés. Reconnaissance de contenu, j'identifie les factures, j'identifie les rapports, je les envoie dans des bannettes, je les ventile dans des bannettes différentes. Je peux aussi, donc ça c'est la nouveauté chez Intalio, c'est le talk to doc, la capacité à discuter avec ces documents. Donc tout simplement poser des questions à l'agent IA intégré dans la GED en lui demandant la synthèse du document. Mais ça peut aller au-delà, lui demander son avis sur la pertinence. On a fait le test sur la partie CV où il fait un tri des CV en amont. On peut lui poser des questions sur ce qui se trouve dans les CV, mais on peut lui demander également son avis si ce CV correspond à l'offre d'emploi qu'on a émis. Et donc, il peut donner son avis en disant, bien sûr, avec un ton souvent positif, en disant malgré les capacités de tel postulant, malheureusement, il ne correspond pas, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose de très puissant, surtout pour accompagner les non-sachants sur des sujets où ils ont besoin d'assistance, où il n'y a personne pour les assister. Ensuite, la partie archive, donc comme on a dit, de l'archivage légal pour tout ce qui est documents électroniques. La pérennité, donc pour pérenniser les données, on est amené à garder des données 10, 15, 20, 30 ans. Donc des règles de conservation pour pérenniser ces données. Savoir que les 10 premières années, si c'est des documents physiques, ça reste dans l'établissement et passer les 10 ans, on les envoie dans des hangars. Ça peut être des règles de conservation liées au sort final des documents. Est-ce qu'on les détruit? Est-ce qu'on les stocke ailleurs? Est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre? Donc tous ces éléments-là sont intégrés là-dedans. Un système de règles et bien sûr de l'archivage mixte. Aujourd'hui, on peut avoir énormément de documents papier. On peut les scanner et malgré tout garder les deux versions numériques, électroniques et physiques. Et comme ça, on peut manipuler l'un ou l'autre à travers le même système. Pour la partie électronique, c'est dans le système. Pour la partie physique, c'est un suivi à travers un système de code barre ou de QR code pour pouvoir localiser le document où il se trouve et qu'il a. Finalement, la partie data, donc comme on a dit tout à l'heure, identification des tendances, on va au-delà de simple montrer ce qui se passe en récupérant les données, on les agrège et on peut donner des prédictions, donc plus ou moins à prendre selon la donnée qu'on est en train de manipuler, mais ça va donner des tendances, un regard vers le futur sur ce qu'il est probablement va être le cas. On peut fiabiliser les données à travers ce système, on va en discuter un peu plus loin. Fiabiliser les données au sens où le fait qu'on se connecte à différentes sources d'informations, la donnée risque d'être différente à un endroit et à l'autre. Le fait qu'on les centralise, on pourra décider laquelle est la bonne et la propager aux différents systèmes. Bien sûr, du dashboard, du reporting, des KPI et transformation de données, parce qu'on sait qu'un système vieux de 10 ans, un autre système vieux de 20 ans, un système moderne, une fois qu'on a besoin d'agréger toutes ces données, on a besoin d'une donnée homogène. Donc, il y a un outil de transformation dit ETL euh, pour, euh, pour la transformation de la donnée en une donnée exploitable. Voilà pour la partie Content Service Platform. Donc ça, c'est des modules très génériques qui répondent à aucun besoin seul, mais combinés, on peut créer quelque chose de très puissant. Le premier, c'est la combinaison de la GED, du workflow pour créer ce qu'on appelle le Intalio Santé. C'est une plateforme dédiée à centraliser les données, venir récupérer tous les documents des différents systèmes d'information. D'un côté, on désengrange, on évite les doublons, on versionne. On peut même créer un système de pilotage par processus
Donc, lancer des processus métiers sur des documents nécessitant validation, des documents nécessitant tampon, ainsi de suite. Donc, tout ça, du fait qu'on a tout récupéré des systèmes, on laisse les logiciels métiers faire leur travail, et nous, on vient faire le nôtre qui est de sécuriser ces données-là. Donc, ça nous permet d'être conforme, de sécuriser nos données, éviter tous les sujets de ransomware. Le constat précédent, c'est tout simplement des problèmes d'accès. Le fait de donner des accès non maîtrisés et sur des systèmes trop anciens, on va se retrouver très vite dans le cas où on est une cible facile et les hackers le savent. Les hôpitaux, c'est une cible facile, ou en tout cas une cible privilégiée pour eux, de par la facilité d'accès. En mettant en place un système de GED avec tous les sous-jacents, ça va permettre, malgré le fait qu'il a accès à votre système, s'il a accès à votre système, la partie données reste sécurisée dans des systèmes comme cela. Deuxième volet, donc là, c'est aussi, on en a parlé, Intalio Assure. Assure est un protocole de soins développé par le groupement hospitalier Le Soubourdin et qui consiste à des conduites à tenir dans le cadre des EHPAD. Assure, c'est le diminutif de amélioration des soins d'urgence en EHPAD. Et là, pour le coup, le cas le plus concret, c'est AS ou IDE la nuit, sans support, qui a tendance, systématiquement en tout cas, à pousser le résident à l'envoyer aux urgences quand il y a un incident, donc une urgence non vitale, c'est comme ça qu'il la qualifie. Et le but, c'était de réduire ça pour deux raisons. D'abord, une question de coût. Aujourd'hui, c'est transparent, c'est entre guillemets gratuit d'envoyer une personne aux urgences, même si ce n'est pas le cas. Et de deux, il y avait une volonté aussi de éviter les prises en charge évitables. Évitables au sens délétère. Attendre plusieurs heures dans les urgences pour au final, je simplifie, hein, mais pour un Doliprane et retour en EHPAD, c'est pas forcément la meilleure conduite à tenir. Donc, dans ce cadre, nous, on est intervenu non pas pour développer le protocole, mais vraiment pour le digitaliser. Aujourd'hui, c'est maintenant accessible. C'est un système à la fois de e-learning et d'accompagnement, donc de l'aide à la décision, où quand il y a une urgence non vitale, il y a un parcours de soins étape par étape qui va me permettre d'arriver à la conclusion, est-ce que je l'envoie aux urgences ou non? Et bien sûr, pour éviter des redondances, ça génère une synthèse de liaison, une SLU, qui va être communiquée. Enfin, sur la partie combinaison de modules, on a Intalio e-Services qui vient clôturer cette combinaison de modules. Intalio e-Services s'applique aux hôpitaux, à tout établissement public ou privé. C'est tout simplement de l'automatisation de certains services en mettant à disposition à la fois un portail pour les usagers, les fournisseurs, pour qu'ils viennent compléter des formulaires, déposer leurs factures, des relances, quelle que soit la demande qui peut être, le processus qui peut être digitalisé, on le met à travers le processus, à travers le portail, on y accède, on complète, et derrière, il y a un processus derrière qui sera alimenté par l'équipe au sein de l'établissement conforme RGA. Donc RGA, c'est Réglementation Générale d'Accessibilité. Donc Intalio, dernier scoring, a eu 79%, ce qui est très bien. On vise plus, on travaille avec des ministères qui nous demandent plus sur ce sujet-là, de faire des efforts supplémentaires, et c'est ce qu'on fait. Et bien sûr, dans cette démarche de mise à disposition de digitalisation, la question de la RGPD se pose, où se trouvent mes données? Donc, ça peut se trouver en local, chez vous, ça peut se trouver sur le cloud, des clouds souverains en France. Et en termes de communication de données, le fait de compléter des formulaires, le fait de partager des documents, bah, il va falloir de mettre en place un système comme le nôtre, ne serait-ce que pour maîtriser quelles données on expose à qui. Aujourd'hui, il y a un grand sujet de la donnée privée, comment je l'expose aux utilisateurs dont ils ont besoin d'une partie du document. Donc là aussi, on a des systèmes qui vont permettre d'anonymiser une partie du document. Voilà, je m'arrête là. Maxime, tu me dis, est-ce que je suis en dépassement? Là, on a 5 minutes de dépassement, mais Très là, pour bien. l'instant, ça va.
On m'a dit que je parlais Donc, beaucoup. ouais, c'est pas grave. Je te coupe juste à l'instant. Je vais mettre en ligne un deuxième sondage sur la partie offre, mais du coup, je te laisse commencer la démo. Très bien, Pas de très bien, souci. très bien. Donc pour la partie démo, on l'a fait en 4 ou 5 vidéos. C'est tout simplement pour qu'on ait toute cette théorie derrière, qu'on ait un aperçu du concret de la solution en question. Donc là, en l'occurrence, c'est la GED. C'est une façon de représenter la GED. C'est la GED standard d'Intalio. C'est une interface qui est manipulable, que ce soit en termes, donc là, ce sont des exemples, hein, mais on peut avoir des dashboards, on peut avoir des widgets, donc comme les fichiers récents, les favoris, ainsi de suite. Et la page principale, elle se base sur un squelette qui combine à la fois une arborescence à la Windows, un système de dossiers et de sous-dossiers, et un système de bannette. Le bannette, c'est tout simplement pour traiter des tâches qui me sont attribuées. Donc, passer ces deux contraintes, tout le reste est activable, que ce soit le activable, désactivable, redéplaçable, en termes de menu, en termes de page d'accueil, ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir une vue homogène de ce qu'on va manipuler. Donc, ça, c'est pour la partie GED, c'est très rapide sur la partie homepage. Là, le but, c'est d'aller au plus concret. Le premier rôle de la GED, c'est de gérer du document. Et en l'occurrence, on va parler du dossier patient. Donc, du dossier patient, on n'est pas là pour remplacer des systèmes de gestion des entrées, même si on est en capacité de le faire. Mais aujourd'hui, on part du principe qu'on est amené à se connecter à ce type de système, ne serait-ce que pour récupérer les données, que ce soit les documents, mais également ce qu'on appelle les métadonnées. Ce sont les informations que vous voyez devant vous à l'écran. Donc, toutes ces informations-là, du moment où c'est saisi une fois au sein de l'établissement, c'est dommage qu'il y ait une contrainte supplémentaire. On doit le saisir dans différents systèmes du fait que nos systèmes ne communiquent pas entre eux. Le fait de tout mettre dans la GED devient un socle commun, une source de vérité qui va permettre aux différents systèmes d'aller piocher l'information de ce système-là. C'est un socle sécurisé de stockage avec cette notion d'arborescence. L'arborescence, même s'il y a une représentation logique dans chaque système, ici, ce sera une représentation homogène, que ça vienne d'un système A, d'un système B. Rien ne change. Les dossiers patients seront toujours visualisables de la même façon. Et visualisables la partie information, la partie fichier lui-même. Donc là, en l'occurrence, on a scanné une carte vitale. Et pour le coup, on va le voir dans la vidéo d'après, comment on peut manipuler ces informations-là. Donc, au niveau de la troisième vidéo, donc là, c'est une vraie valeur ajoutée pour la GED, c'est la génération d'informations. Du moment où on est une source d'information, une source de vérité pour les systèmes d'information tiers, ça va nous permettre de récupérer toutes ces informations-là pour l'agréger et pour en générer des informations croisées. Là, en l'occurrence, c'est un compte rendu patient où les informations ont été récupérées d'un système A, d'un système B. Et on voit ici, par exemple, c'est juste pour l'exemple, qu'il manque quelques informations obligatoires. Ici, en l'occurrence, c'est le type d'examen. Mais aussi, on a des informations optionnelles. Le service, la conclusion en fin de formulaire sont des informations optionnelles qui va donner cette souplesse à l'utilisateur de soit le compléter ou non, ces informations-là, selon la contrainte et selon l'organisation que vous en faites. Une fois que je clique sur sauvegarder, donc le document est généré et créé, il n'existait pas avant, et c'est généré donc là, la représentation, c'est un hôpital, je pense, fictif pour le coup, à vérifier, où on a le document où on a récupéré les informations qu'on a croisées pour alimenter le document. Donc là, ça va permettre d'homogénéiser la communication. On est plus on est à la limite de la correspondance où on donne ce document pour le communiquer à des fournisseurs, à des patients, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est alimenté, donc tout ce qui est en jaune, bien sûr, hein. Je peux lier des documents entre eux. Donc là, je peux créer un rapport et lier
à ce rapport des autres informations du dossier patient. Donc tout ça, le but, c'est de pouvoir le voir. On le fait manuellement. Tous ces éléments-là ont tendance à être faits automatiquement. On peut commenter autour du document. Donc commenter, c'est demander à mettre à jour le rapport, demander à supprimer certaines informations, ainsi de suite. Et comme on a dit, tout est tracé. Donc toutes les actions qui sont faites dans le système sont tracées, que ce soit sur le document, mais aussi dans le système. Ça va donner vraiment une sécurité supplémentaire. Et même s'il se passe quelque chose qui n'est pas maîtrisé, aujourd'hui, le volet de la sécurité, c'est à 2 niveaux. Le premier, c'est comment on met en place des systèmes défensifs qui nous empêchent d'être attaqués, et également des protocoles de sécurité une fois attaqués. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en maîtrise de votre sécurité à 100%. Et donc, il y a un volet de comment se comporter. Et la première chose à faire, c'est d'avoir l'information, qu'est-ce qui s'est passé dans mes systèmes. Chose que euh, des systèmes ont du mal à faire ou ont du mal à faire correctement. Là, on a généré le rapport. La prochaine vidéo, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport. Donc, on lance un processus métier pour validation. Donc là, on va impliquer différents utilisateurs sans pour autant que l'utilisateur qui a lancé cette procédure ait besoin de connaître tout le processus de l'organisation. Le système prend en charge ça. Moi, j'ai un bouton envoyer, un bouton sauvegarder, et puis c'est tout. Je fais ma tâche au niveau de ma banette et je passe à la suite. Là, en initialisant le processus, donc on a cliqué sur envoyer vers processus, c'était la dernière information. On revisualise les différentes données qu'on a vues. Et au niveau de la validation, systématiquement, il a proposé pour le médecin valideur, c'est Dr Martin. On a quelques informations sur le patient, donc bien sûr, on est dans une visualisation fictive. Et je suis pour l'instant dans mes brouillons. Du moment où je clique sur envoyer, ça génère un numéro de référence unique et ça va l'envoyer à la bonne personne. La bonne personne, en l'occurrence, c'est Dr Martin. On a des enregistrements, il y a des codes couleurs, on essaie de mettre des pictogrammes pour que ça soit clair, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et au moment où je veux modifier, moi, à l'étape d'après, Dr Martin que je suis, je dois renseigner quelques informations. D'abord, je regarde les informations qui m'ont été communiquées, je regarde et je vois que le compte-rendu est bien complété, sauf que absence de remarques. Je veux rajouter une information supplémentaire et pour le coup, je vais ouvrir le document dans Word. Et là, ça c'est quelque chose de très puissant. Le document ne sort pas de mon système. Je peux le manipuler dans les outils bureautiques, que ce soit les outils Microsoft ou les outils libres. Donc je peux les manipuler. Là, je vais rajouter une information supplémentaire. Bon, c'est pas l'information du siècle. Je vais mettre que il n'y a pas de remarques dans l'onglet remarques. Et j'attends qu'il finisse de mettre super. Et une fois que j'ai fini de mes commentaires, je tout simplement quitte le document et le système va mettre à jour le document qui se trouve dans le logiciel. Il y a un système de versionning où on va le voir. On peut travailler soit en parallèle, plusieurs personnes peuvent accéder au document en même temps, mais aussi on peut travailler d'une façon séquentielle. On verrouille le document pour travailler dessus, on le déverrouille pour que d'autres y accèdent. Toutes les actions qui sont faites, là on est dans le cadre de processus, il y a des étapes, donc on a un peu une vue en mode livraison où on suit à quelle étape je suis dans mon process. Donc le commentaire du médecin, là on l'a vu dans le document, on peut le rajouter également en dehors et que le système se charge de compléter dans le document. Le but c'est quand même de voir ce qui se passe. Et une fois que le processus finit, le document il va aller se placer dans la JET. Le processus est quand même archivé, non pas le document, mais le processus, les différentes étapes, à quel moment, tout ça est historisé pour qu'on puisse tracer les actions qui ont été faites par les utilisateurs. Rien n'est modifiable, on est dans la démarche des archives, donc fini, et on peut quand même consulter. On peut consulter également, si on a les droits, les versions précédentes, parce qu'on a généré un rapport qui n'avait pas de commentaires, et on l'a manipulé, on a rajouté des commentaires.
Donc, toute cette notion de versionning, elle est proposée dans le système pour faciliter, euh, pour permettre un retour en arrière si besoin. Tout ce que j'ai traité, donc l'historique des tâches, est disponible pour voir qui a validé quoi. Et le suivi visuel, ce qu'on a discuté tout à l'heure, bah, il est là, il est plus à jour avec des pictogrammes, donc la petite enveloppe qui est ouverte pour dire comme quoi euh, le, la tâche a été ouverte. Donc là, c'est les grandes thématiques liées au processus. Hop, excusez-moi. Pour finir, et là pour le coup c'est un peu plus technique, l'idée c'est pas qu'on discute technique aujourd'hui, mais il faut garder en tête qu'on a une démarche no-code. Une démarche no-code, ça a son importance du fait qu'une organisation est amenée à évoluer. Des informations supplémentaires, on risque de se connecter à un système supplémentaire dans un an, dans 2 ans. Et une des choses principales, c'est de pouvoir faire évoluer son système actuel. La notion no-code émancipe nos clients de notre intervention. Vous êtes libre de manipuler votre outil comme vous le souhaitez. Vous voulez rajouter du paramétrage, c'est à travers une interface qui est relativement simple. Du moment où vous avez la doc de paramétrage, ça va très vite. Créer des listes déroulantes, donc là, on est dans le générateur de formulaires. Donc rajouter différents choix. Ces éléments-là sont à la portée des utilisateurs. Là, on parle de formulaire, donc la création de formulaires, mais on peut parler également d'étapes. L'étape, ça peut être rajouter une étape supplémentaire parce que maintenant, suite à un incident euh, qui a été, euh, qui a été identifié, ben, on souhaite mettre à jour notre protocole de traitement de ce type de processus. Vous avez la main pour adapter vos protocoles au fur et à mesure. La finalité de notre proposition du Content Service Platform, c'est que vous soyez maître de vos outils et que vos outils d'aujourd'hui, qui forcément ne vont pas répondre à vos contraintes de demain, puissent être mis à jour avec le même outil. On sait qu'il y a des coûts, on sait, donc Aziz l'a bien expliqué, il y a euh, le, il y a un budget qui est beaucoup moindre que dans d'autres secteurs liés à la partie informatique en règle générale, et d'où l'importance d'avoir des outils qui sont disponibles pour le besoin d'aujourd'hui et de demain. Donc, toute cette manipulation-là, même si elle n'est pas représentative d'un processus que vous maîtrisez ou ça ne représente pas forcément quelque chose actuel, l'idée est de garder en tête que du moment où vous avez un Canva et une boîte à outils, vous pouvez créer tous les processus que vous souhaitez. Et vous pouvez vous tromper et revenir en arrière. Beaucoup de systèmes, de, de par ma petite expérience, nous disent beaucoup de systèmes qui ont été mal conçus au départ, bah, finalement, à amener à que ces outils ne voient jamais le jour. En l'occurrence, ici, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire évoluer notre outil sans pour autant avoir des dépendances, que ce soit à l'éditeur ou des dépendances budgétaires. Je vais m'arrêter là. Je pense Merci que Adi. Ouais, merci. j'ai eu les Ouais, petits signaux. voilà. Merci Adi. On va maintenant basculer sur la partie témoignage du coup du GHLH. Donc GHLH, pardon, c'est le groupe hospitalier L'Osso Bourdin. Et ensuite, on basculera sur sur la partie questions-réponses. Distinguer les urgences absolues des urgences relatives. La démarche d'amélioration des soins d'urgence en EHPAD et à domicile auprès des personnes âgées, plus connue sous l'acronyme ASSURE, consiste à distinguer les urgences absolues des urgences relatives. Les urgences absolues nécessitent d'appeler le 15 et un passage au service des urgences. Les urgences relatives peuvent être accompagnées à domicile ou en EHPAD par les professionnels présents sur place. Le but est évidemment d'éviter une hospitalisation délétère pour nos aînés. En effet, une personne âgée qui passe au service des urgences reste environ entre 6 à 8 heures sur place.
Pourquoi? Parce que nos aînés sont polypathologiques et cela nécessite un accompagnement tout en globalité et plusieurs examens. Cependant, les conséquences peuvent être délétères pour nos aînés, voire irréversibles. C'est pourquoi nous avons créé la démarche Assure, qui consiste finalement à donner le juste soin par la bonne personne au bon endroit, au bon moment et de manière évidemment proportionnée. Alors concrètement, Assure, c'est quoi? Assure, c'est ni plus ni moins qu'une méthode accompagnée de 4 types d'outils. Alors sur ces 4 types d'outils, il y a des outils qui sont connus partout en France par les professionnels et qui sont très utilisés, comme par exemple la fiche Urgence Palia. Il y a des outils qui sont nationaux, mais qui ne sont pas suffisamment connus et qui pourtant fonctionnent bien. C'est par exemple le cas de la démarche SAED, promue par la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui permet de structurer une demande, un appel au service des urgences. Et puis, vous avez des outils assez classiques, les fiches de conduite à tenir, qui sont développées un peu partout en France, mais qui nécessitent régulièrement d'être diffusées et rediffusées. Vous avez enfin un quatrième type d'outils qui sont des outils assez innovants, les serious games qui ont le vent en poupe ces dernières années. Et en ce qui concerne la démarche Assure, c'est notamment la mise en place de nos jeux de Cluepad et de Cluedom pour pouvoir s'approprier les fiches de conduite à tenir et les bons réflexes. Alors, dès que nous avons déployé la démarche Assure en 2018, tout d'abord auprès des EHPAD de la région Hauts-de-France, puis très vite auprès d'autres acteurs, notamment du domicile ou les instituts de formation, nous avons rencontré un énorme succès. Non seulement un succès de satisfaction, mais avec un impact, avec des résultats. Nous avons été reconnus dans la région, comme je le disais, également au niveau d'autres régions qui ont repris la démarche Assure et l'ont adaptée, mais aussi au niveau national. Très vite, nos collaborateurs nous ont dit « mais ça serait quand même bien d'avoir Assure en version numérique ». Au niveau des EHPAD, sur les ordinateurs portables, sur les chariots, pour tout de suite pouvoir exploiter cette démarche, et pour les acteurs du domicile, pourquoi pas sur le téléphone portable. Il ne s'agit pas simplement de consulter des scans PDF, mais il s'agit d'une application, d'une version numérique qui permet d'être interactive et de pouvoir, à ce moment-là, analyser une situation grâce aux outils Assure. Et cela, nous avons pu enfin le mettre en place grâce à la société Entelio, avec qui nous avons travaillé pour créer Assure en version numérique. Je vous souhaite donc un bon webinaire pour découvrir notre outil avec Intelio, la version numérique enfin. Je vous remercie de votre attention et au plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions à la fin de ces présentations. Contexte et situation. Il est 3h30 du matin dans un EHPAD. Sarah, aide-soignante de nuit, effectue sa ronde habituelle, le silence règne, mais soudain, une voix faible brise la tranquillité. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Elle reconnaît l'appel de Madame Jeanne, 85 ans, une résidente fragile, sujette aux chutes et atteinte de diabète. Sarah entre immédiatement dans la chambre et découvre Madame Jeanne assise au sol, incapable de se relever. Pas de panique, elle active immédiatement Assure numérique. Lancement de la procédure, un outil conçu pour agir vite et bien. Dès l'ouverture de l'application Assure, tout devient plus simple. Sarah démarre la prise en charge et suit un protocole clair, sécurisé et guidé. Elle saisit ses identifiants. Elle coche la case « Je confirme que le cas n'est pas une urgence vitale » car il ne s'agit pas d'une urgence vitale comme coma, AVC, etc. Elle passe à la saisie du nom du patient, mais découvre que le nom de Madame Jeanne ne figure pas dans le système. Cela ne l'empêche pas d'avancer. Elle sélectionne l'option « Continuer en tant qu'anonyme » et poursuit la procédure. Le système lui propose alors de suivre un parcours guidé. Sarah sélectionne « Non » pour gérer la situation selon son expertise. Sarah coche la thématique « Chute ». Le système fournit les fiches d'accompagnement correspondantes à remplir. Sarah évalue les signes vitaux de Madame Jeanne. Elle vérifie la température qui est, normale, de 36,5 degrés. Le pouls est régulier. La pression artérielle est normale, de même pour la respiration. Le taux de glycémie est à 1,2. Et il n'y a aucun signe de confusion mentale ou d'altération de l'état de conscience. Les premiers signes sont rassurants. Madame Jeanne est stable, aucun signe de gravité n'est visible. Sarah poursuit la démarche sans passer par le 15. Un accompagnement humain sans stress.
Sarah rassure Madame Jeanne en expliquant chaque étape. Elle préserve son confort en plaçant des coussins sous ses jambes et en la couvrant. Grâce à Assure, elle agit en toute sérénité. Sarah pose les bonnes questions. Vous souvenez-vous de votre chute? Madame Jeanne explique qu'elle a perdu l'équilibre en voulant aller aux toilettes. Avez-vous mal quelque part? Douleur modérée, pas de signe apparent de fracture. Assure propose une checklist instantanée. Déformation d'un membre? Non. Douleur intense? Non. Plaie profonde? Non. Impotence fonctionnelle? Non. Sarah peut donc envisager un relevage en douceur, sans mobilisation excessive. Sarah renseigne le taux de glycémie de Madame Jeanne. Elle décrit la localisation et le contexte de la chute. L'information rédigée sera ajoutée dans le dossier médical. Pas d'urgence, pas de traumatisme sévère. Sarah suit la dernière recommandation d'Assure. Relever la patiente en douceur, la rassurer pour éviter un stress post-chute. Synthèse de liaison aux urgences SLU, générée instantanément. Rapport PDF prêt à être ajouté au dossier médical. Sarah n'a rien oublié, tout est tracé. En quelques minutes, Madame Jeanne est prise en charge en toute sécurité. Avec Assure, chaque soignant est mieux accompagné. Fini les doutes, place à l'efficacité. Un protocole clair et guidé. Un soutien digital qui laisse plus de place à l'humain. Un gain de temps pour des soins plus fluides et rassurants. Assure, c'est plus qu'un outil, c'est le compagnon numérique des soignants. Donc, voilà pour la partie témoignage. Donc, nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à en poser un peu plus en direct. L'idée, c'est qu'on puisse au maximum répondre à l'ensemble des questions. Donc, je vais commencer par toi, Aziz, si ça ne te dérange pas. Du coup, j'ai une question par rapport à Assure. La question, c'est comment peut-on aujourd'hui se procurer Assure? Assure, c'est simple. C'est nous contacter directement, bien sûr. Et c'est sur le modèle d'une souscription. Donc, c'est un abonnement à l'application qui donne accès aux différents services liés à l'application, c'est-à-dire les évolutions, le support, les formations. Donc, le modèle, il est simple, hein, c'est une tarification par établissement, par EHPAD. On est aussi référencé sur les plateformes d'achat public, hein, UGAP et autres. Voilà, donc c'est très simple d'accès, c'est un portail web, hein, comme une application bancaire, c'est sécurisé et vous avez accès à l'ensemble des services de l'application Assure. Merci, Aziz. J'ai maintenant une question pour Adi, un petit peu plus technique. La question, c'est au niveau des données. Est-ce que nos données seront partagées avec l'IA? La réponse rapide, c'est non. Non, c'est pas partagé. C'est pas amené à être partagé. C'est pas l'objectif aujourd'hui d'entraîner des modèles sur ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, l'IA, elle est là plutôt au service de nos outils. Donc, dans le sens où l'IA, que ce soit de la génération de texte, de l'analyse, ainsi de suite, si on l'applique à des portions qui sont maîtrisées. Des documents qui ont un statut confidentiel ne pourront jamais passer par cette IA. Des documents qui sont typés d'une certaine façon ne pourront pas être utilisés. Donc, l'IA aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est déployé partout. Et au-delà du déploiement, l'objectif d'Intalio, c'est vraiment de faire le strict minimum. De un, c'est économique. Plus on exploite l'IA, plus c'est cher. Donc, l'idée, c'est de partager des briques techniques. Donc, jamais un document entier, toujours une information qu'on souhaite appliquer le traitement dessus. Et bien sûr, il y a ce fameux tagging public, privé, confidentiel, restreint, données publiques, qui va permettre, en combinant toutes ces informations-là, vraiment
cloisonner les informations qui sont partageables. Et même partager, c'est uniquement à but d'analyse et ce n'est aucunement à but d'entraînement. Donc pas de données récupérées dans le process. Merci Adi pour cette réponse qui est très claire. C'est les 5 minutes standards d'un webinaire, si je puis dire. Aziz, je te laisse le mot de la fin. Je remercie l'ensemble des participants pour la participation et nos équipes restent à votre écoute, hein, que ce soit sur les sujets Assure ou sur d'autres problématiques, notamment celle de gestion de processus en milieu hospitalier. Nous sommes à votre écoute pour une approche personnalisée et s'il faut se rencontrer, on peut venir vous rencontrer et vous faire des présentations personnalisées répondant à vos cas d'usage. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Merci bien. Bonne journée.